REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Il est 15h42, on a un petit peu de retard sur la grille. C'est normal, le Premier ministre vient de finir son discours. Eh bien, justement, c'est l'occasion de débriefer un petit peu ce qu'a dit François Bayrou. Ici, à Longchamp, seconde et dernière journée de la rencontre des entrepreneurs de France. Je rappelle, non, nous ne sommes pas à Longchamp, nous sommes à Roland-Garros. Ça avait lieu à Longchamp. Et cette année, pour la première fois, nous sommes au stade de Roland-Garros. Voilà, on est avec vous jusqu'à 18h. Justement, on égrène à la fois les entreprises, les élus. Nous avons reçu Valérie Létard tout à l'heure. Nous avons reçu les présidents de région, sénateurs, politiques également, mais ceux aussi qui fabriquent et qui bâtissent le territoire de la tech, mais aussi de la politique de l'immobilier. Ben, ça tombe bien, nous avons le président de la FNIM qui est avec nous. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. On va débriefer, il y a beaucoup à dire justement sur le discours de François Bayrou. Et nous avons l'une des sociétés majeures de l'industrie immobilière sur le plateau, puisque c'est un éditeur de logiciels connu dans tous les domaines et classes d'actifs immobilières. Ça tombe bien, nous avons sa présidente qui est avec nous, présidente de Salvia Développement. Bonjour Françoise Farag. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous également. Vous êtes des dirigeants d'entreprise, tous les deux, vous managez des entreprises, vous avez managé un nombre incalculable d'entreprises, vous Loïc Quentin, vous êtes un professionnel et vous êtes élu à la FNIM, vous êtes dans votre premier mandat. On a entendu, Loïc, je vais commencer par vous, le discours de François Bayrou. En substance, à part les références littéraires, il faut se serrer la ceinture, faire preuve d'union, avoir le courage de... Qu'est-ce que ça vous a évoqué dans l'idée, justement? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours? Moi, j'ai plus assisté à un discours de politique générale, comme on entend parfois, parlant d'un nouveau monde dans lequel nous allons entrer, et finalement ne mettant pas les points sur... l'échéance prochaine du 8 septembre, mais ce à quoi les entreprises pourraient s'attendre ou pourraient être exposées. C'était d'ailleurs la demande du COMEX, la demande aussi de Patrick Martin, notamment de donner un peu une projection et amener une prospective sur ce qui va se passer demain. Pas un mot sur la situation actuelle, il a appelé, il a justifié que les 44 milliards d'économies étaient, d'une urgence nationale. Et le concept, il devait être là, voilà pourquoi il doit avoir la confiance, mais simplement, après le 8, on ne sait rien de plus. Donc voilà, je dirais qu'un discours qui était... voire même un peu soporifique à mon sens. Ah oui, c'est clair. Là, pour le coup, c'est clair. Françoise Farag, vous avez écouté le Premier ministre également. Ouais, c'est pour ça que je suis en retard. Alors justement, quel est, de votre point de vue, en tant que dirigeant d'entreprise, vous connaissez bien les marchés, bien évidemment. L'immobilier traverse quand même une crise importante, grave. On avait quelques signaux de reprise, notamment dans l'ancien, qui marquaient le pas. Et il y a deux choses que je voudrais rajouter pour bien alimenter notre débat pour cette première partie d'interview. C'est plusieurs dates, notamment le 10 et le 12 septembre, puisque les agences de notation, à partir du 12 septembre, vont déclasser la France. Les pronostics ont donné un certain nombre d'évaluations. Si, et je dis bien si, la défiance était votée, c'est-à-dire la motion de censure était votée, que le gouvernement devait chuter encore une fois, dès l'annonce de la demande de la confiance de François Bayrou, le lendemain, les marchés financiers marquaient un pas dans le rouge. Les banques analysées et les analystes ont bien évidemment identifié les possibilités d'un déclassement des agences de notation qui entraînerait ipso facto une augmentation de l'ordre de 100 à 150 points de base. Alors je vais avoir votre analyse qui est, pour pas faire trop technique, mais tout de suite, ça mettrait un coup d'arrêt à la reprise du marché immobilier. Françoise Farag, l'analyse que vous faites sur ce discours, qu'est-ce que vous en avez retiré? Alors, bien évidemment, ce que j'en ai retiré, c'est l'appel à la responsabilité, et je vais être un peu plus positif que Loïc. Je pense qu'il a voulu faire un appel à la responsabilité et que ça a été dit ce matin aussi dans les conférences en plénière par plusieurs ministres qu'il fallait que les personnes présentes dans la salle appellent à la responsabilité aussi leurs élus. C'est terrible parce que on commençait à peine à voir des signes de reprise, que si demain les taux se mettent à réaugmenter, c'est un stop sur le marché de la promotion, c'est un stop sur le marché de la transaction, c'est une situation tellement instable que pour les investisseurs,
On est d'accord. Pour la présence de la France au sein de l'Europe et dans le monde, c'est terrible parce que ça veut dire augmentation de la dette de facto. Donc moi, je pense que... Quand il appelle à la rigueur, justement, avec des annonces dont certains ont pu juger le caractère malheureux ou même symbolique. Vous savez, les jours fériés, quand vous dites ça à un salarié qui gagne 1 700 € par mois, on va dire que le geste est plutôt maladroit. La nécessité de l'économie, bien évidemment, est importante, mais là, on voit une nécessité de l'économie par une forme de rupture, finalement, d'impact social avec les salariés et le monde de l'entreprise, qui sent qu'encore une fois, ils vont être la variable d'ajustement pour remettre de l'argent au pot. Est-ce que vous avez eu cette idée, ce sentiment qu'il va falloir encore une fois que ce soit les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, les grandes entreprises qui doivent payer? Oui, quand même, parce que quand il dit il faut que tout le monde participe, sans donner de... Les entreprises qui étaient déjà mises à mal, il faut le dire. Oui, et puis on peut comprendre aussi les salariés. Le problème de la France, c'est quand même qu'on est maintenant dans une telle situation que il faut que tout le monde mette au pot. Mais qui et comment et souvent, c'est le problème, c'est que quand on n'est pas touché, on est bien d'accord pour que les efforts se fassent. Dès que ça nous touche, c'est un petit peu plus compliqué. Et on peut le comprendre. Enfin, il y a des secteurs d'activité où les marges sont hyper réduites déjà. Donc, prendre des charges en plus, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il y a des enjeux aussi qui sont... ce qui est terrible, c'est qu'on est dans une spirale infernale, puisque derrière, il y a des enjeux d'investissement, et notamment dans les technologies qui sont indispensables pour redonner de la productivité, pour redonner aussi plus de vitalité. Et ces investissements, ils ne se feront pas si les entreprises, elles sont ponctionnées par ailleurs sur d'autres sujets. Je veux dire, à un moment, un chef d'entreprise qui est déjà sur... Hier, je discutais avec un patron dans le domaine de la plasturgie. Les marges, elles sont quand même pas extraordinaires. Vu la situation actuelle au niveau macroéconomique, au niveau international, il est soumis à une crise concurrentielle très forte. Donc, est-ce que vous êtes pour Non, c'est pas, la question n'est pas appropriée, mais vous seriez favorable, vous, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, de faire en sorte qu'il y ait une continuité dans cet exécutif. Pour vous, la motion de censure, si elle était votée, ça serait plutôt... On pourrait se donner quand même une chance du dialogue, même si le timing n'est pas bon, même si il y a eu des maladresses dans la façon de faire, dans la façon de dire, j'ai pas écrit aux partenaires parce qu'ils étaient en vacances. Bon, ok, il y a des maladresses, mais de toute façon, aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même terrible. Et là, c'est l'intérêt national qu'il faut regarder. On est d'accord. C'est pas chacun son intérêt, c'est le colibri. Alors justement, je posais la question à la ministre du Logement, qui était là ce matin, Valérie Létard, qui bien sûr plaide pour la continuité et l'action qui est menée à l'égard du logement. C'est vrai que vous avez d'excellents rapports avec la ministre du Logement, dont vous avez dit vous-même effectivement que c'était certainement l'une des meilleures à pouvoir nous écouter. Elle a rebattu d'ailleurs le même discours en enfonçant le clou, en disant « Nous mettrons au budget 2026, si bien sûr le gouvernement perdure, le rapport de Mickaël Cosson et de Jean-Philippe de Bresse, le sénateur de Bresse, sur le statut du bailleur privé. » Et c'est la première fois qu'on voit de manière assez offensive une ministre du Logement dire « Ça, je vais le mettre à l'ordre du jour et ça sera dans le PLF de 2026. » Là, du coup, c'est gros point d'interrogation, Loïc Quentin. Si ça tombe, adieu le rapport le statut du bailleur privé, quoi. Oui, alors de toute façon, je dirais que c'est pas le statut. Je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou pas la censure, mais non, mais le statut du bailleur privé est un rapport, est une piste. Il n'y a pas que le statut de l'investissement dans le logement. Il y a aussi l'accession à la propriété. Il faut arrêter. C'est pas uniquement l'investissement locatif qu'il faut sauver, c'est aussi l'accession à la propriété des ménages français. Donc, je crois que c'est pas le statut du bailleur privé. D'abord, premièrement, il faudra avoir le rapport de Bercy sur l'estimation du coût. Les points de vue sont assez partagés. Amélie de Montchalin ne voit pas ça du même œil que Valérie Létard le soutient. C'est un rapport, c'est une proposition. Mais j'irais. Elle aurait le soutien de François Bayrou, elle l'a annoncé. Non, mais c'est le rapport. On n'a jamais eu de rapport comme ça en 40 ans. Ouais. Voilà, donc on veut réfléchir, nous on a toujours plaidé pour restaurer la confiance de l'investissement locatif, mais aujourd'hui, il y a 58% de Français qui sont propriétaires
de leur logement, il y a plus de 20 millions de propriétaires de leur propre logement, et il y a 7 millions de locataires. Donc aujourd'hui, il y a aussi la question, on peut être soit locataire, soit propriétaire, mais on ne mise pas uniquement sur l'investissement locatif, on mise aussi sur l'accompagnement du parcours résidentiel des Français via la question de la propriété. C'est aussi un deuxième axe. Et ainsi, l'investissement locatif ne concerne pas que le neuf, il concerne aussi l'existant, et j'espère que l'existant ne soit pas encore oublié dans le cadre de cette stratégie et cette loi de finances, parce que vous entendrez la FNIM hurler, je dirais, dans tous les cas, parce qu'on reviendrait avec les vieux schémas d'hier, alors qu'aujourd'hui, il y a un parc immobilier locatif qui est en souffrance, et chaque jour, ce sont des milliers de logements, chaque mois, des milliers de logements qui sont vendus. N'oublions pas qu'il y a 1,1 million logements classés F, qui dans 2 ans seront indécents à la location. Donc, le Pinel permettait de construire 60 000 logements par an en construction neuve, mais il faut en sauver d'abord 1,1 million. C'est là qu'est l'enjeu de l'équation d'abord. Sur la politique des taux, Sylvain, si je peux me permettre. On est d'accord qu'il y a une corrélation entre l'augmentation des taux et la vitalité du marché. Non. Expliquez-nous. Non. Il y a une corrélation entre la dynamique du marché et le montant des taux. Aujourd'hui, il ne faut pas faire de catastrophisme sur une augmentation à court terme des taux, même s'il y avait une motion de confiance. La politique monétaire... Une motion de censure. Motion de censure. On n'accorde pas la confiance à François Bayrou, c'est oui, bien sûr, la même chose. Le gouvernement tombe. C'est pas pour ça, même s'il y a une mauvaise notation, estimation de la France, c'est pas pour ça que les taux vont remonter. Ce qu'il faut distinguer, c'est que les banques françaises, aujourd'hui, sont plutôt dépendantes de la BCE, et ne pas confondre avec les taux obligataires qui sont à 10 ans, auxquels la France, aujourd'hui, est confrontée à un risque systémique. Dès qu'il y a instabilité politique, les prêteurs ne font plus confiance à la France. Oui, d'accord. Et les taux des prêteurs augmentent. Aujourd'hui, la France, et c'est la première dans l'histoire économique, augmente aujourd'hui à 3,48 quand le taux moyen des crédits immobiliers est à 3,03. Donc c'est-à-dire que la France emprunte à des conditions financières plus élevées qu'un Français avec son immobilier. C'est quelque chose qui, bien évidemment, à un moment, il va y avoir, je dirais, une... Ça paraît surréaliste quand vous dites comme ça. Mais non, c'est pas surréaliste. Non, mais on est au niveau perception. Mais bien sûr. De se dire qu'on a un État puissant, entre guillemets, mais ça veut dire que qui emprunte à 3,40, 3,48, alors que les Français eux-mêmes, sur leur acquisition, sont à 3%. C'est l'expression même de la perte de confiance dans le système politique français. C'est ça. Non, mais c'est ça qui est flippant, je veux dire, quand vous dites. Oui. Et si on continue comme ça, on va dépasser l'Italie, on va dépasser l'Espagne, on va emprunter à 360, 370. Alors, à un moment, la politique monétaire des banques françaises, elle repose à la fois ça sur une dynamique et un apport BCE. Ouais. La BCE nous fournit en argent. Il y a un taux qui est fixé par la BCE. N'oublions pas qu'il a baissé à 8 reprises successives. Il n'est pas question de l'augmenter quand outre-Atlantique, Trump décide de baisser les taux. Donc je pense que la stratégie un peu pessimiste de dire les taux vont baisser, les taux vont augmenter, je ne le crois pas de façon immédiate, au moins à l'échelon de 6 à 12%. Et si c'était le cas, ça donnerait un coup d'arrêt au marché, on est d'accord ? C'est une catastrophe. D'accord. Au moment où le marché reprend des couleurs, on est dans les perspectives, on avait projeté 340. Donc vous êtes plus optimiste sur la brutalité d'une réaugmentation des taux par rapport à ce qu'on peut lire le marché, catastrophisme. Le marché a repris des couleurs, on a repris aujourd'hui, on avait projeté 940 000 transactions à la fin de l'année 2025, on est à 905 000 aujourd'hui, on est dans nos perspectives, le marché a repris des couleurs. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, il y a un effet de rattrapage, mais un effet de stabilisation, avec une poursuite de la baisse des prix dans certains territoires, il n'y a pas d'augmentation et le marché trouve à s'équilibre. Maintenant, ce qui peut être préjudiciable, c'est l'instabilité politique que nous parcourons, que nous allons connaître prochainement, qui risque d'avoir des effets, je dirais, d'attente, de provocation d'une attente, finalement un attentisme chez des particuliers, et notamment qui risque de mettre à mal le volume et la dynamique du marché que nous venons de retrouver. C'est ça qui est inquiétant aujourd'hui dans le court terme. Vous savez, Sylvain, il y a deux marchés, il y a le marché du neuf et le marché de l'existant. Le marché de l'existant, il s'est toujours suffi à lui-même, il a toujours su s'adapter par une correction de ses prix, correction de ses volumes et adaptation du pouvoir d'achat des Français. La crise est dans le neuf. Le neuf, je crois qu'il faut aussi s'attaquer à la formation du prix de l'immobilier neuf. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on met dans le prix de l'immobilier neuf ? On a un marché qui a été dynamique pendant 30 ans, aujourd'hui qui est mis à mal. Il faut se reposer la question. Avec 3 facteurs. De formation. Coût de foncier, coût matière, coût de main-d'œuvre. Absolument. Voilà. Absolument. C'est là que l'équation devient compliquée, parce que là, du coup, rareté du foncier, main-d'œuvre qui coûte plus cher, et les matériaux qui ont littéralement explosé en termes de coûts. Justement, sur l'analyse financière justement de la position, est-ce que vous partagez dans une certaine mesure le catastrophisme ambiant de certains analystes ? À contrario, Loïc Quentin nous dit pas de panique non plus, puisque je ne crois pas à une brutalité d'augmentation des taux.
je partage complètement d'ailleurs votre point de vue. Je pense qu'il y a un peu de catastrophisme ambiant qui. Non, mais on est dans une immédiateté de l'information. C'est une mauvaise nouvelle, ça fait toujours plus vendre qu'une bonne nouvelle. Bon. Donc, mais pour moi, c'est terrible qu'on comprenne quand même pas qu'il faut que c'est le moment de se serrer les coudes. Et qu'au lieu de faire de la politique politicienne, bien sûr, on ferait mieux de se dire, mais ça veut dire qu'il faut payer qu'est-ce qu'on veut pour la France, qu'est-ce qu'on veut pour l'Europe. Les enjeux, ils sont au niveau européen. Mais quand vous prenez les jeunes, mais Françoise Farag, quand vous prenez un jeune qui a 25, 30 ans, qui vient à peine d'entrer sur le marché du travail, à qui on va dire la retraite sur la durée va être plus longue, que tu vas payer plus que les parents, que tu vas payer plus d'impôts, qu'il va falloir que tu contribues pour finalement un creux, c'est-à-dire un déficit dont il n'est absolument pas responsable. Alors, je ne voudrais pas faire de polémique, je ne veux pas faire le journaliste catastrophique, mais c'est quand même paradoxal de voir un État qui donne des leçons de gestion alors qu'il est chroniquement déficitaire, lorsque les entreprises se battent tous les jours pour garder un cap et avoir un cash flow positif et avoir des résultats et avoir une... Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de l'ordre du symbole qui fait qu'à un moment donné, l'État devient plus audible, plus compréhensible, plus légitime? Ce qu'on a reproché à François Bayrou, c'est la brutalité de cette annonce, en disant voilà, je vais demander la confiance, etc. On a sorti 2 jours fériés du plateau en disant on va arrêter le jour férié. Je suis désolé. En plus, je suis pas catholique, donc je peux le dire. Mais quand vous dites à des chrétiens, par exemple, en France, qu'on va enlever le lundi de Pâques, par exemple, le jour de Pâques, il y a quelque chose de l'ordre du symbole qui est plutôt maladroit comme geste. Au-delà de cette notion. Voilà. Tout comme le 8 mai est très maladroit mais aussi. Vous êtes d'accord ? Surtout dans le contexte géopolitique actuel. Vous êtes d'accord ? Donc finalement, mais Sylvain, il y a un problème, je sais pas, ça. Elle a une devise comme celle-ci, c'est dérangeant. Enlever 2 jours de congé payé, je ne vais pas faire de politique. Mais ça revient à dire travailler plus pour gagner moins. Bah oui. Mais demandons à ceux qui ne travaillent pas et qui touchent de travailler un peu plus. Je suis désolé, mais je crois qu'il y a un problème. Attendez, de qui vous parlez là ? Mais je pense qu'il y a des gens qui sont sans emploi. Aujourd'hui, il y a 54% des Français qui sont exonérés, qui ne payent pas d'impôt sur le revenu parce qu'ils ne travaillent pas. Donc je crois que... mais s'ils ne travaillent pas, c'est qu'ils n'ont pas de revenus. Ah ben, non, mais ils sont quand même un soutien. Je pense que dans tous les cas, ils sont... Ah, vous voulez dire fiscaliser oui. Les aides sociales ? Ah oui. Non, ou alors demander aussi de donner 2 jours de travail pour la France. Ah oui, oui, aux personnes qui travaillent quotidiennement. Parce que là, on demanderait à des gens de travailler plus pour gagner moins. Donc. Non, mais si vous faites ça, on a Force ouvrière, la CGT, la CFDT dans la rue. On a les associations de quartier, on a tout le monde. Non, mais attendez. Il va falloir faire des choix. Mais je pense. De toute façon, c'est ce que je disais précédemment. Il va falloir que tout le monde se mette en ordre de marche pour redresser le pays. Bien sûr. Et c'est pas jouer les uns contre les autres qu'il faut faire. Et ce qui est terrible, c'est que pour des visées politiques, on veut faire passer, on se met dans des positions arc-boutées. Encore une fois, on peut critiquer les maladresses, le timing, tout ce qu'on veut. Mais ce qu'il faut regarder, c'est quoi les enjeux ? Les enjeux, c'est quand même aujourd'hui protéger l'Europe, nous protéger. Il y a une guerre à nos portes. C'est clair. Quand j'entends dire que la guerre c'est loin, ben non, mais l'Ukraine, qui est assez naïf pour croire que Poutine va s'arrêter aux portes de l'Europe si on accepte tout ce qu'on veut accepter. De notre côté, qui on a de côté de l'Atlantique, quelqu'un dont la priorité n'est absolument pas l'Europe, absolument pas. Là, vous parlez de Donald Trump, là. Voilà. Oui. Non, mais et donc, nous, on est au milieu. Et si le jeu, il est au niveau de l'Europe, et pour que la France garde sa crédibilité en Europe, il faut que ce soit une France forte. C'est clair. Aussi. Et pas une France qui soit à la traîne. Et quand on a une dette telle que la nôtre, il faut résorber cette dette. Il n'y a pas 50 000... ce qui est quand même fou, c'est que dans un ménage, si on prend... surtout des gens qui comptent sou par sou pour finir la fin de mois, ça peut effectivement paraître incompréhensible. La France, c'est pas un pays pauvre, mais il faut juste trouver les solutions pour réduire la dette. Alors, sur votre activité, vous, éditeur de logiciels, axé sur de l'innovation, axé sur de l'intelligence, sur véritablement des dynamiques segmentées, notamment, je pense à l'ensemble des sociétés du groupe, comme Solari IT, par exemple, et Adaptimo pour la transaction immobilière, et d'autres. Ce que je voudrais, c'est voir le marché. Vous aviez dit, Loïc Quentin, les atermoiements autour du DPE,
dont on n'arrive pas à trouver l'alpha et l'oméga, les reculades, les rétropédalages, sur lesquels on a des formules de calcul, des coefficients de transformation qui sont difficiles à évaluer. Les statistiques ont démontré qu'on a de gros problèmes de fiabilité du DPE, et vous avez été l'un de ceux de dire, avant même de vous attaquer à un calendrier de la rénovation énergétique, encore faudrait-il que vous vous attaquiez peut-être de façon plus profonde, structurellement, à comment on peut évaluer les bâtiments, gérer les problèmes d'énergie et structurer. Comment, dans ce méandre, puisqu'on s'apprête peut-être à réglementer la profession du diagnostic, à créer peut-être un ordre, on ne sait pas, il y a des études et des groupes qui ont été construits, comment on fait dans ce brouhaha finalement à la fois politique et technique pour essayer de trouver une vision claire, multimodale, qui permet d'accompagner la transformation de tout cela. Parce que vous, quand on vous dit on retire 1,5 million de logements ou on retire 1 million de logements en 2028, comment avec les étiquettes G au 1er janvier 2025, vous aviez, ça fait un moment, vous avez alerté en disant ce calendrier, il n'est pas tenable, sans une réforme profonde à la fois du DPE, mais aussi la façon dont on qualifie ce vaste chantier du siècle de la rénovation énergétique, on n'y arrivera pas. Moi, je crois que de toute façon, en plus, maintenant, je dirais que le calendrier est encore moins tenable qu'hier. Aujourd'hui, il est de moins en moins tenable et il ne se tiendra pas. Et oui, je crois qu'il faut, on est d'accord. Il faut tout remettre sur la table. On n'y arrivera pas. C'est-à-dire à tout remettre sur la table, à la fois, je dirais que... Est-ce qu'il faut revoir la qualité des modes de calcul du DPE ? Non, je parle... Ça, c'est de la cuisine technique. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est l'essentiel. Ah, quand même. Non, mais ça, c'est de la cuisine. On joue sur un algorithme, un DPE, on en met plus, on en met moins, on en sort. Le problème, c'est que on a, je dirais, articulé une politique de rénovation énergétique autour d'un dogmatisme politique qui s'appuie notamment sur une décarbonation de la France à 2050. Mais on n'y rêvera pas, parce que la réalité des marchés, je crois que c'est l'aveuglement du politique qui est complètement décorrélé de la réalité. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-décarbonation. Non. Nous, on est pour une petite stratégie de décarbonation, mais une stratégie qui se fait dans la concertation et non pas dans la sanction telle qu'elle l'est aujourd'hui. Moi, tous les mois, on a des propriétaires qui décident de vendre parce qu'ils ne peuvent pas faire des travaux et ils n'en avaient pas les moyens. J'en avais encore un à 88 ans, c'est sa retraite. Il faut qu'il fasse 27 000 € de travaux dans son appartement pour pouvoir le jouer. Il dit, je vends. Et l'arbitrage, il est là. Tant qu'on n'aura pas compris ça, eh bien, on va vers une grave crise du secteur locatif. Très juste. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Le désinvestissement, vous avez absolument raison, c'est un mouvement. Alors, on parle du statut du bailleur privé, moi je l'entends bien, mais il faut d'abord sauver ce qu'on est en train de détruire. Si on ne l'a pas compris, on est dans le dogme, on est dans l'idéologie, on n'est pas dans du pragmatisme. Et c'est les enjeux de demain. Maintenant, dans les copropriétés, beaucoup, bien évidemment, l'écosystème souhaiterait que la rénovation énergétique se fasse dans les copropriétés à une vitesse, dans des délais souhaités. Mais ça ne marche pas. Les copropriétaires aujourd'hui sont au taquet, n'arrivent pas à payer leurs charges. Avant, ils payaient au trimestre, maintenant, ils demandent à payer au mois. Et bientôt, ils demandent à payer à 15 jours. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi je suis en colère, quoi. Il y en a marre un peu du non-dit. On rentre dans une espèce d'idéologie, une réglementation qu'on veut appliquer qui est complètement déconnectée de la réalité. J'adore. Voilà, allez. J'adore. Non, mais attendez, c'est bien. Ah bon, c'était mon coup de Non, mais gueule pas de langue de bois. Non, mais attendez, pas de langue de bois, soyons clairs. Oui. Vous êtes un politique professionnel, vous représentez une fédération, vous n'avez pas la langue de bois, à un moment donné, on va dire, parce que vous savez, j'ai l'impression, quand on a écouté des politiques, qu'il y a une espèce de saturation, qu'à un moment donné, on va sortir du politiquement correct, et on va taper sur la table, on va dire, on en a marre, ça suffit maintenant. On a ce sentiment. Alors justement, question, vous, du point de vue de l'éditeur que vous êtes une formidable observatrice du marché, hein, avec les clients sur Adapt et sur les autres, etc. C'est quoi le sentiment, le moral de vos clients sur l'immobilier aujourd'hui ? On ne peut pas dire qu'ils soient au beau fixe. Hein. On est d'accord. Vous travaillez avec des promoteurs, vous travaillez avec des aménageurs, vous travaillez avec des bailleurs sociaux. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner nos clients. Quand je dis accompagner nos clients, c'est qu'on a vécu quand même la crise de 2008. Hein, on était déjà là, chez les promoteurs notamment. On accompagne nos clients en trouvant des solutions pour les aider à passer le cap de la crise. Ça peut passer par des réductions de périmètre, ça peut passer par différents moyens, de façon, parce que nos clients, je pense que c'est pour tous les professionnels la même chose. Quand on a des clients de longue date, il y a une fidélité qui existe, il y a un lien fort qui existe, et moi j'espère bien que nos clients ne considèrent pas que comme un fournisseur, bien sûr, plus comme dans une relation
de longue durée. Donc on essaye de les accompagner. Je voudrais rappeler, juste pour qu'on connaisse bien le groupe 1, donc on a Salvia Développement, on a Adaptimo pour le logiciel de la transaction immobilière, on a Sepia aussi qui travaille, qui est dans le logement social, qui est dans le logement social, on a Solare IT, qui est sur les foncières. Voilà, qui travaille sur les foncières. On a aussi d'autres activités dans votre groupe. Notamment de maintenance immobilière Absolument. avec Teva, et puis une solution transverse de dématérialisation. Parce que l'année prochaine, à pareille époque, on parlera beaucoup de dématérialisation de factures. Notamment de la signature électronique, du répertoire, etc. Et j'ai testé, c'est topissime. Voilà, je vous le dis, c'est topissime. Merci. Non, mais c'est intéressant votre activité parce que vous avez tous les pans de l'immobilier dans votre groupe. Pas tout à fait, mais oui, il vous manque peut-être les aménageurs et encore. Bon. On fait de l'aménagement avec notre. Mais vous avez une bonne vision. Vous, la vitalité de votre marché aujourd'hui, le groupe se porte bien. Alors, le groupe se porte bien parce que on est là depuis longtemps et qu'on a un parc client qui est fidèle. Mais je pense qu'il pourrait se porter mieux si le secteur allait mieux. Bien sûr. On est avec la puissance de votre groupe vous solidifie et finalement c'est aussi un gage de qualité. Je pense que nos clients aussi apprécient le fait qu'on les lâche pas dans les périodes difficiles. Bien sûr. Et qu'on soit à leur côté et pas seulement encore une fois en tant que fournisseur. Ça peut passer par des allongements de délai de paiement. Bien sûr. On essaie de trouver des solutions. C'est un peu ce que fait Loïc Quentin dans votre fédération. Vous soutenez absolument vos adhérents. Il y a plein de niveaux. Vous avez beaucoup agi pour protéger vos adhérents, pour les aider, par le conseil, la mise en œuvre, par les solutions. D'ailleurs, je lance un appel pour tous ceux qui sont dans l'immobilier. Si vous n'êtes pas adhérent à un syndicat, il faut aller à la HNIM, par exemple, où vous êtes soutenu, parce que c'est là que la force du collectif, vous êtes d'accord, prime. Parce que vous avez été élu, on peut le dire, en pleine crise, ça n'a pas été. Non, mais c'est vrai. Alors, je veux dire, je vais pas dire élu au pire moment, mais il fallait avoir des bras quand même pour accompagner tout ça. Et il faut toujours en avoir. Oui. Parce que les périodes à venir, elles vont pas être calmes. Marquez, vu votre profil, on n'a pas de souci à se faire. Monsieur Le Quentin a une présence rassurante. Mais justement, l'importance vis-à-vis de vos adhérents dans cette protection, c'est quoi le moral aujourd'hui? Soyons objectifs. Non, le moral, je dirais, au niveau interne de notre fédération, au regard de la fédération, il y a un bon moral, il y a un soutien. On a une fédération qui est solide. On a perdu des adhérents, on a perdu 600 adhérents. Voilà, je le dis, il n'y a pas de honte à le dire. C'est totalement conforme aussi. On a perdu quand même 3000 entreprises en France et 15 000 salariés. Donc, quand même. La crise. Quand même. Donc voilà, on n'a plus que 22 000. Sur quoi? Sur les 3 dernières années? Oui, on n'a plus que 22 000 cartes professionnelles. Donc il y a eu un nettoyage extrêmement 22 000 cartes, mais il y en avait 31. Il y avait 31 000. On était à 27. 27, oui. 22 000 cartes. Aujourd'hui, on sent que le marché a besoin d'un nouveau souffle, une nouvelle définition du professionnel de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle on s'est battu sur le décret de formation en faisant un recours contre l'État français. Vous avez gagné. Qu'on a gagné. Et le décret, normalement, j'espère que le Premier ministre restera le temps de signer ce décret. Je m'attaque demain à une commission de contrôle et de sanctions sur les mauvaises pratiques en immobilier. Moi, mon objectif, c'est de donner une véritable valeur à la profession, identité. Je n'ai dit que l'immobilier, c'était pas un Eldorado. Il fallait amener du sérieux, de la rigueur et attaquer les années futures. La commission de contrôle qui était dans la loi Allure. Qui était dans la loi Allure et j'en veux la restauration. Donc maintenant, ça va être une grande bataille. C'est pas une création, avec les autres. C'est la mise en application. Et simplement, aujourd'hui, le problème, c'est que tous les professionnels de l'immobilier n'appartiennent pas à un syndicat. Il faudrait mieux déjà qu'ils soient tous syndiqués au moins à l'un des trois, de préférence à la FNIM si besoin. Mais je crois qu'on a besoin aussi d'une expression. Valérie Létard l'a rappelé, les corps intermédiaires sont absolument indispensables dans cette société. Nous sommes là pour être une force de proposition, mettre en place un équilibre et travailler à agir pour le logement qui est la devise de la FNIM et travailler pour une profession renouvelée avec une identité pour demain. C'est très clair. Voilà, le temps nous est compté, on approche de la fin de l'exercice. On va vous retrouver, Françoise Farag, bien sûr, sur les ondes de Radio Imo, puisqu'on a l'honneur d'être votre partenaire. Vous serez avec nous au Rennes, vous serez avec nous au CIMI, vous serez avec nous également à H-Expo, j'allais le dire. Voilà, j'allais le dire. H-Expo, c'est le congrès de l'Union sociale pour l'habitat qui a lieu à Paris cette année. Donc on sera ravis. Vous êtes un partenaire. Vous avez dit une chose très importante, de ne pas considérer que vos clients ne vous considèrent pas comme des fournisseurs, mais comme aussi des partenaires. C'est le cas aussi des médias. Aussi, on a besoin de ces partenariats. Je voudrais juste faire un petit remerciement public à Loïc Quentin du soutien que vous nous apportez également dans la vitalité de notre
informations, également à François Soirac qui nous a renouvelé également sa confiance. Ça va mieux le disant, parce que dans un pays où parfois on est dans un farouche individualisme, le collectif aussi a son importance. Voilà. Est-ce que dans votre agenda, il y a un événement sur lequel vous voulez qu'on communique en particulier, il y a une innovation, il y a quelque chose qui sort en ce moment? Vous avez pas mal de trucs? On a beaucoup de choses en préparation autour de l'IA, puisque c'est une technologie... c'est la grosse révolution. Hein. Oui, c'est une grosse révolution qu'il faut intégrer intelligemment. On fait pas de l'IA pour l'IA, on fait de l'IA pour que ça soit utile à nos clients. Et ça commence par la formation, parce qu'on est dans un pays où on voit aussi parfois que le côté négatif de l'IA et il faut lutter contre cette peur que ça vienne tuer de l'emploi. C'est mieux qu'il y a plutôt qu'il n'y a pas, mais voilà. En tout cas, voilà. Donc nous, on a beaucoup de choses en préparation. Et on s'en fera bien sûr l'écho. Merci François Soirac. Je rappelle que vous êtes la présidente de Salvia Développement. Merci d'être revenu sur le plateau. Loïc Quentin, dans l'agenda, toujours l'agenda du président que vous avez pas mal d'événements. On a le congrès qui approche. Le congrès, et les grands rendez-vous. Oui, il y aura une belle table. Je pense qu'il y aura une belle table ronde politique. Hein. Il y a des grands noms attendus. Édouard Philippe. Voilà. On a vu une très jolie annonce sur les réseaux sociaux de façon très dynamique sur le pont. Je crois que c'est le pont Neuf ou le plan Alexandre. Oui, j'ai traversé 27 fois pour faire la prise le pont Neuf. C'était magnifique. Voilà. On aurait cru d'ailleurs le film de Léo Oscarax, Les Amants du pont Neuf. Voilà. Nous avions Loïc Quentin qui était comme ça, qui marchait. Puis nous avons ensuite Marie Drucker qui l'a rejoint. Très bien fait. 27 fois quand même. 27 fois, voilà. On s'est bien amusé à sortir ça. Puis on aura un beau plateau politique, je pense, de belles têtes d'affiche. Je crois bien, oui. On va donner les dates du congrès. 7-8 décembre, si je me trompe, me trompe pas. Le 7 et le 8 décembre. Et puis, avec toujours un président, il y a un pilote dans l'avion, Effenheimen, bien évidemment, Loïc Quentin. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur la plateau. Et puis, on a notre rendez-vous, vous et moi. C'est Top Chrono. Oui, Top Chrono, le 10 septembre. Absolument. Toute l'industrie immobilière va défiler en table ronde pour venir nous voir. J'espère que vous viendrez nous voir. Françoise, on vous y invite à venir nous rencontrer. Vous êtes, en plus, vous venez chez nous. Donc, et chez nous, comme chez Loïc Quentin, c'est un véritable kibbutz. Et le 17-18 septembre, les journées de l'allocation saisonnière à Saint-Malo, on peut le dire. Absolument. Oui, d'ailleurs, en parlant de saisonniers, vous êtes très bien placé pour parler de l'immobilier saisonnier. Merci Loïc Quentin. On continue nos programmes ici au stade Roland-Garros. On se retrouve dans quelques instants. La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF sur Radio Inmo et Radio Territoria.